Ok, merci. Et ensuite, ouais, je t'appelle Anna et puis vous suivez Anna. Ça s'installe où? C'est près des films installent où, par exemple? Par exemple, Anna et puis... Bonjour à tous. Merci Clément. Bonjour à tous. Bienvenue donc à notre FI Session online. Alors aujourd'hui, on va vous parler de technologie et d'éducation financière. Alors, c'est un sujet important, l'éducation financière. On a labellisé beaucoup de projets sur ce sujet, tout ce qui est finance comportementale, robo-advisor. Donc, il y a une richesse, robo-allocateur, il y a une richesse d'innovation sur le sujet. Donc, vous allez voir, on a pris ça sous un angle un peu différent aujourd'hui. On sera présenté les speakers par la coordinatrice et l'animatrice. Un tout petit mot sur les actions du pôle à venir dans les prochains mois. On a vendredi prochain, dans le cadre, on est dans le cadre de la semaine de la FinTech. Aujourd'hui, au Palais Brognard, on a plusieurs événements. Et on aura donc vendredi prochain l'événement FinTech et Région. On aura 8 ou 9 écosystèmes, je vais en oublier évidemment un, chacun présentera son avantage comparatif, ce sur quoi il a donc de l'innovation. On aura Brest, on aura Nantes, on aura Caen, on aura Toulouse, on aura Nice, on aura Paris, j'en oublie, on aura Grenoble, donc intelligence artificielle, blockchain, ESG, paiement, digitalisation, enfin tous les sujets. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire le matin et l'après-midi. Vous avez deux liens d'inscription. On a du monde le matin, pas encore assez l'après-midi. Donc, n'hésitez pas à venir l'après-midi aussi. Les gens, je pense, s'inscrivent directement le matin et ils disent oui, s'inscrire l'après-midi. Voilà, donc prochain événement, donc le 15 octobre, FinTech et Région. Venez voir votre écosystème. Et prochain événement, gros événement du pôle, le 16 novembre, InsurDay, sur l'assurance. Et le 17 novembre, le lendemain d'InsurDay, donc les speed meetings réservés aux membres entre les assureurs, les InsurTech et l'écosystème. On aura, je crois, le 24 novembre, le business speed meeting pour les labellisés des semestres précédents. Et normalement, le 8 décembre, le FinTech, le FinOv, la rencontre semestrielle du pôle. Et puis, on vous donnera les éléments donc, pour la rentrée de janvier en fin d'année. Voilà, on va laisser la parole à Anan qui a coordonné cette table ronde. Elle va vous présenter les speakers. Et donc, je laisse la place à nos invités. Anan, je te laisse présenter les speakers au fur et à mesure. Merci, Maximilien. Bonjour à tous. Vous êtes nombreux à nous suivre ce matin sur ce sujet très, très d'actualité. En tout cas, je suis ravie d'être là. Je m'appelle Anan Karmoun. Je suis la fondatrice du cabinet de conseil Brain Me Up Consulting. Donc, je suis ravie d'animer cette table ronde aux côtés d'intervenants, d'experts. Donc, nous avons Antoine Naudet qui représente la société Memofin Évaluation. Nous avons également David Charlet, président de l'ANACOFI. Nous avons également Édouard Camblin, donc responsable des projets stratégiques au sein de Société Générale Private Banking, Rabia Smithy, la fondatrice de Rosalie, et puis Stéphane Dauté, qui représente la société Odonatech. Donc chacun nous apportera son éclairage sur comment les innovations technologiques dans la finance peuvent accompagner chaque citoyen à prendre des décisions financières beaucoup plus éclairées. Et c'est vrai que quand on parle d'éducation financière et de gestion financière, on voit bien que les Français sont un petit peu dans le brouillard. 80% jugent leur connaissance plutôt moyenne. Et quand on parle également d'éducation financière, c'est une définition très vaste. L'OCDE nous parle de conscience financière, d'attitude, de comportement, de compétences pour prendre des choix financiers plus éclairés. Je me tourne vers vous, David Charlet. Qu'est-ce que c'est la finance, l'éducation financière et à qui ça s'adresse finalement ? Alors, on peut donner un paquet de définitions. Disons que dans les pays qui ont organisé une politique pour essayer d'améliorer la compétence globale de leur population, on entend souvent par éducation financière qu'on devrait appeler plutôt une éducation patrimoniale et budgétaire. C'est-à-dire qu'on va essayer de leur donner des bases pour pouvoir comprendre le discours des gens avec lesquels ils vont interagir. Donc, savoir gérer un budget d'un foyer, savoir comprendre les termes économiques qui seront utilisés par tel ou tel acteur.
et en fin de compte, leur donner une espèce d'autonomie sur les sujets de base et de capacité à comprendre ce que leur diront les autres personnes avec lesquelles ils interagiront, leur banque, leur conseiller financier quand il existe dans le pays en question. Voilà, c'est ça, et ça n'est que ça. C'est dans les pays où on s'organise pour pouvoir la déployer. D'accord. Antoine Dodec, sur la partie éducation financière, donc on voit bien que ce n'est pas qu'un enjeu français, c'est une préoccupation européenne et qui est même outre-Atlantique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce que font les autres pays? Comment ils s'en sortent? Bien, aux États-Unis, depuis longue date, le financial planning est à l'honneur, enseigné en faculté, par exemple. Il y a des certifications qui sont arrivées en France, d'ailleurs, par les financial planners. Et donc, dans les pays où il y a peu d'État-providence, Canada aussi, l'éducation financière est beaucoup plus développée. Donc, les jeunes enfants apprennent le plus tôt possible à ouvrir un compte pour financer leurs études, acheter des actions, etc. Donc, on est beaucoup plus avancé. D'accord. Et d'un point de vue métier, je reviens vers vous, David Charlet. Comment s'est organisé, comment a évolué en fait le métier du conseiller financier face à cette préoccupation d'éducation financière et je dirais même, est-ce que pour un conseiller financier, c'est pas un peu challengeant d'avoir un client final avec cette éducation financière augmentée finalement? Non, au-delà de ce que je disais quant à la définition qu'on a donnée aux politiques nationales, la vérité, c'est qu'on a besoin d'avoir des gens qui sont au-delà de cette compétence de base. Et d'autant plus qu'ils parleront avec des professionnels ou qu'ils utiliseront des outils qui vont les amener vers des produits, comme tu le disais, qui sont un peu plus techniques. Donc, nous, l'un des problèmes de base, c'est que quand on va échanger avec un client, il peut ne pas nous comprendre. Et si même il passe par un système digital, il va se trouver face à des termes, et s'il ne les comprend pas, il n'en fera rien. Ou il fera des conneries, ce qui sera encore pire. Donc on a besoin d'avoir un niveau qui est au-delà même de ce que les politiques nationales essayent d'amener pour pouvoir c'est mieux même pas suffisant, proposer. alors il faudra encore Vous préparez pas une retraite. On avait des études qui sont très intéressantes, même dans des pays où l'éducation financière est plus avancée, comme la Grande-Bretagne. Un Anglais, 40%, ils ont 40% d'erreurs dans leur prévision de ce qu'il faut qu'ils préparent pour leur retraite. Donc ça veut dire que dans un pays où ils ont une éducation, quand on les sonde, on n'a pas un résultat correct. Donc, vous voyez bien que même quelqu'un d'éduqué, il faut quelque chose de plus. La capacité à pouvoir échanger avec son conseiller pour comprendre ce qu'il dit. Donc, non, c'est plutôt une force d'avoir une population dont le niveau monte. Après, il y aura des gens qui, du coup, deviennent totalement autonomes, sont des semi-pros, et on a des semi-pros dans tous les domaines. Un semi-pro de la communication n'a pas besoin d'un communicant, il n'a pas besoin d'un attaché de presse, il n'a pas besoin de tout ça. Ça existe dans tous les domaines. C'est marginal. Aujourd'hui, c'est marginal. Très bien. Édouard Camblin, sur la partie bancaire, les banques traditionnelles, on voit qu'elles ont bien évidemment pris aussi à bras-le-corps ce sujet de l'éducation financière. Elles ont des espaces, elles ont du contenu pour accompagner par exemple les jeunes sur la gestion de leur budget avec des cartes bancaires spécifiques. Mais elles n'ont pas forcément investi la chose d'un point de vue offre éducative comme l'ont fait les néobanques. Du coup, comment est-ce qu'elle s'organise aujourd'hui pour accompagner cet enjeu sociétal? Alors c'est vrai que les néobanques cherchent à se différencier, notamment par ce vecteur communication, éducation. C'est un retard qui est en train d'être comblé. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience des banques sur la notion de conseil. Alors c'est bien évidemment aidé par le régulateur, puisqu'il y a une notion d'adéquation d'un produit avec les besoins du client. Et les banques ont bien compris qu'il était vital que le client comprenne ce qu'il achète ou ce qu'on lui propose et qu'on ait une bonne adéquation. Si le client n'est pas satisfait, de toute façon, personne n'est gagnant. Donc, il y a un vrai chantier qui est en train de s'ouvrir. Différentes banques se sont tournées vers une offre un peu plus large en matière d'épargne. C'est le cas chez nous, mais donc une notion de conseil, notamment dans ces placements un peu plus long terme, comme ça a été évoqué. Et d'un point de vue confiance, parce qu'on entend beaucoup le particulier dire qu'il a peu confiance, enfin de moins en moins confiance dans sa banque. Est-ce que l'éducation financière, c'est un moyen? Vous pensez que c'est un moyen d'arriver à regagner un peu cette confiance et comment finalement? Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus en particulier pour mieux vous aimer? La cravate du banquier, effectivement, ne fait pas tout et n'instaure pas forcément la confiance, je vous l'accorde. Je crois que la confiance, en fait, elle s'établit d'abord dans la durée, c'est-à-dire conserver un client satisfait, mais également dans la transparence.
Et cette transparence, la manière de l'offrir pour les banques, elle est de deux ordres. La première, et c'est déjà réglé sur l'aspect tarifaire, c'est-à-dire être le plus transparent possible. Et le deuxième, c'est de faire en sorte que le client n'achète pas une forme de boîte noire en termes de produits, mais achète quelque chose qu'il comprenne. Et c'est comme ça qu'on restaure la confiance. Et si par hasard, le placement se retrouve finalement avec une déconvenue financière pour le client à la fin, eh bien, il faut être capable de l'expliquer sans toute transparence. Donc la digitalisation, c'est effectivement, ça apporte de l'autonomie, mais ça aussi peut apporter du risque, finalement pour le client, parce qu'il est en frontal avec énormément de produits. Et là-dessus, comment vous l'accompagnez justement pour qu'il puisse avoir ce discernement? Eh bien, par une offre multicanale, c'est-à-dire à la fois un conseiller quand nécessaire, et puis à la fois du digital, puisque on l'a vu avec les néobanques, ça a été mentionné déjà sur les vertus du digital, donc il ne faut pas faire une croix dessus. Toutes les banques, qu'elles soient néobanques ou banques entre guillemets historiques, se sont tous tournées vers le digital. Ensuite, pour que le client fasse des choix éclairés, il faut effectivement un accompagnement et notamment une bonne compréhension par les clients de ce qu'ils choisissent. On ne peut pas laisser nécessairement, en tout cas pas tous, en autonomie, c'est pas forcément ça. Alors c'est une bonne transition, parce que on parle aussi, quand on dit une bonne compréhension du client, ça fait appel aussi à la finance comportementale, à la psychologie de l'investisseur. Stéphane Dauté, vous êtes le fondateur de Odonatech, et votre offre s'appuie sur la finance comportementale pour améliorer la relation des clients. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette finance comportementale, vous allez nous expliquer ce que c'est, peut également contribuer à cet objectif de plus d'éducation pour le particulier? Oui, alors effectivement, la finance comportementale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est finalement la psychologie appliquée à la finance. Donc, ce que cette science, parce que c'est une branche des sciences comportementales, a apporté, c'est une meilleure compréhension des décisions des acteurs financiers. Et en l'occurrence, là, on parle des épargnants et des investisseurs. Et le lien entre la finance comportementale et l'éducation financière, pour moi, c'est que, en fait, manquer d'éducation financière, quelque part, ça aboutit à des comportements qui peuvent être irrationnels. Alors déjà, quand on a de l'éducation financière, on peut être irrationnel, mais alors quand on en manque, on peut l'être d'autant plus. Et quelque part, comprendre ça et amener finalement des remèdes qui permettent d'amener les gens à prendre des meilleures décisions, c'est en fait, ça apporte des réponses. Et puis, du coup, développer des solutions digitales sur la base de finances comportementales au profit des conseillers, c'est-à-dire avec cette réassurance finalement de l'humain qui crée la confiance. Concrètement, ça veut dire quoi, Stéphane? C'est quoi? C'est des parcours? C'est quoi? C'est un questionnaire? C'est de l'information que vous apportez? Oui, alors concrètement, c'est des applications qui permettent au conseiller d'interagir avec son client sous l'angle « je te connais mieux, donc je te conseille mieux » pour simplifier au maximum. Et ces applications, la caractéristique au-delà de tout le savoir-faire en intelligence artificielle, c'est qu'elles sont gamifiées, on appelle gamifiées, c'est-à-dire que c'est sur la base de jeux, et ces jeux permettent à l'investisseur, à l'épargnant, de mieux comprendre et du coup, au conseiller derrière, de collecter des données qui permettent de mieux conseiller. Voilà. Donc, il y a une chaîne finalement vertueuse qui se met en route autour de l'éducation financière. Et du coup, est-ce que cette expérience client que vous proposez au travers de la finance comportementale, est-ce que ça peut venir également répondre à cette préoccupation que l'on a aujourd'hui sur le marché, sur le greenwashing? On voit bien que la sacro-sainte ESG Trinité est mise à mal en ce moment. Est-ce que finalement, c'est aussi quelque chose que va pouvoir apporter une meilleure éducation du particulier, redonner confiance dans la finance responsable? Alors voilà, là, du coup, on arrive sur la finance responsable. Alors, quelque part, ce qui est en train de se passer sur l'ESG, donc environnement, social, gouvernance, l'investissement socialement responsable, correspond finalement au constat qui est fait sur le manque d'éducation financière. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire que maintenant, il faut adapter nos comportements et nos investissements aux enjeux pour la planète et pour la société. OK, tout le monde est d'accord. Mais finalement, comment on fait? Et il y a un certain brouillard sur l'ESG et ce brouillard, il peut conduire, et il conduit déjà à du greenwashing. C'est-à-dire, pour prendre un parallèle avec ce qui se passe dans la grande consommation, si tout est bio, plus rien n'est bio en fait. Et les gens n'ont plus confiance. Et on revient à la confiance dont on parlait. Donc, apporter de la lisibilité sur l'investissement socialement responsable et sur l'ESG, environnement social, gouvernance,
au-delà de la réglementation, c'est-à-dire faire de la pédagogie autour de la réglementation. Je pense que c'est aussi un des enjeux de l'éducation financière. Très bien. Rabia Smiti, vous êtes la fondatrice de Rosalie, donc une fintech socialement responsable qui s'adresse aux entreprises qui souhaitent prendre soin de leurs collaborateurs. Alors concrètement, quand on est une entreprise, comment on fait pour prendre soin de la santé financière de ses collaborateurs? Comment on peut les accompagner pour qu'ils aient une meilleure gestion de leurs finances personnelles? Justement, c'est ce qu'on essaye de faire et de convaincre en fait les entreprises d'apporter à leurs salariés, leur enlever du stress financier. Le stress financier qui a des conséquences en fait directes sur la productivité, sur l'engagement, sur l'absentéisme, sur le turnover, qui a des coûts assez importants pour l'entreprise. Et donc, on essaie de les convaincre que justement, enlever du stress financier, ça a des conséquences très bénéfiques en fait justement sur pas que sur la marque employeur, mais et que la politique sociale de l'entreprise, mais vraiment sur sa propre productivité. Et ça avec vraiment un business model tangible, clair, parce qu'en fait, on veut apporter de l'éducation financière en fait aux salariés, mais de manière beaucoup plus efficace, plus tangible, qui va au-delà en fait du contenu, de la pédagogie qu'on estime en fait, comment dire, aujourd'hui pas bâclée, mais elle n'est pas du tout en fait, elle attire pas l'attention en fait des gens. Là, je parle pas de l'éducation des enfants et des adolescents. On parle vraiment de cols bleus qui sont dans les usines, les boutiques, les restaurants, qu'aujourd'hui ça la répond pédagogie pas à ne leur leur vraie parle vie, pas. en fait, Exactement. à leur vraie préoccupation du quotidien. Je ça. suis à découvert, comment je peux m'en sortir? Alors, je vais Exactement. voir un fournisseur de prêts à la consommation. Et l'autre C'est ça. solution, c'est finalement ce que C'est vous ça, proposez, les c'est ça? découvertes bancaires et les prêts à la consommation, c'est ce que font 60% aujourd'hui des Européens systématiquement chaque mois. Énorme. Il n'y a pas d'autre alternative. Et nous, du coup, on essaie d'apporter une alternative plus responsable et gratuite pour les gens, qui est simplement leur donner accès à leur paye, leur salaire, qui est un droit. Et donc, en fait, on flexibilise en fait l'accès à la paye via une application mobile qui s'appelle Rosalie, qui leur permet de voir leur paye en temps réel tous les jours, qu'est-ce qu'ils ont gagné, parce qu'on est déjà préintégré avec tous les logiciels de paye qui existent sur le marché, et leur permettre en fait d'accéder à leur paye à la fin de la journée, comme il y a quelques siècles, en fait, quand on finit, on prend notre chèque en fait à la fin de journée, ou chaque semaine, ou chaque quinzaine, comme aux États-Unis, en Angleterre, ou ponctuellement, quand on a un imprévu. Ça ne crée pas une autre façon, finalement, ça ne va pas engendrer une autre façon de s'organiser pour les entreprises qui ont l'habitude de payer leurs salariés à la fin du mois. Si elles se retrouvent avec leurs salariés venant au comptoir, récupérer, on va dire, leur salaire de la semaine, comment ça s'organise? Justement, en fait, nous, on apporte cette solution de manière totalement externalisée, sans toucher du tout au process en fait, actuel des entreprises, ni à leur trésorerie. C'est Rosalie qui avance toute la trésorerie. C'est nous, justement, qui faisons tous les acomptes pendant le mois. Et on informe simplement le logiciel de paye parce qu'on est connecté avec lui, qu'on a donné un acompte à telle personne, un acompte à cette personne. Et donc, ça saisit automatiquement, en fait, dans le logiciel de paye, de façon à ce que quand il génère la fiche de paye, elle est générée avec le bon solde final et un acompte, en fait, qui est donné pendant le mois. Après, bien sûr, on a un maximum débloquable. Nous, en fait, l'idée, justement, c'est rendre ça très responsable. Et on ne fait pas que de la compte sur salaire. Pour nous, la paye à la demande, c'est un nouvel usage qu'on voit dans pas mal de pays qui cartonnent aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, on vient maintenant l'usage de la flexibilité. Par exemple, dans quel pays? C'est des pays européens aux États-Unis, non, vraiment, aux États-Unis, en Angleterre, ça cartonne aujourd'hui. Ça fait quelques années en fait que ça existe. C'est utilisé par toute PME, ETI, grands groupes publics et privés. Donc, tu as toutes les McDo, les Starbucks, les Walmart, les Amazon, jusqu'à en fait l'équivalent, la NHS qui est l'équivalent des APHP ici, qui a des millions de soignants en Angleterre, l'éducation nationale, la Poste, la police, qui passe aujourd'hui par un concurrent de Rosalie, en fait là-bas, et qui est aujourd'hui plébiscité par les salariés eux-mêmes, et qui ont justement démontré en quelques justement mois d'utilisation qu'ils ont augmenté en fait l'engagement des salariés de plus de 40%, baissé le turnover dans les entreprises de moins de 20%. Donc c'est vraiment énorme. Et après, nous on fait pas que de la paie à la demande, j'insiste là-dessus, parce qu'on fait de l'éducation financière. Mais l'éducation financière à notre manière, et c'est là où vraiment je complète en quelque sorte en fait ce que disent les autres interlocuteurs ici, parce qu'au-delà de la pédagogie et du contenu qu'on fait aussi de manière très simple, c'est-à-dire sous forme de vidéos, de MOOC en fait très rapide, etc. On va au-delà de ça en utilisant la technologie aujourd'hui pour envoyer des notifications aux gens, pour leur prédire quand est-ce qu'ils vont tomber dans le rouge. Donc on appelle ça un bouclier anti-découvert. Donc on va savoir à l'avance, avant qu'ils tombent dans le rouge, on va leur dire avec un simple push SMS et on va pousser en fait un acompte sur salaire qui leur coûte rien et qui coûte rien en fait à l'entreprise pour justement rester dans le positif et ne pas encore les rentrer dans de l'endettement avec des agios bancaires ou en fait des taux d'intérêt
etc. Alors cette solution, c'est pas quelque chose qui pourrait également un petit peu infantiliser les salariés, dans le sens où vous comblez le découvert avec une avance de salaire. Du coup, ça les empêche un petit peu de réfléchir et eux-mêmes de s'organiser en amont sur ce qu'ils vont toucher, sur ce qu'ils vont dépenser. On est vraiment pas d'accord parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on a essayé la pédagogie et le contenu un peu partout. C'est intéressant. Et aujourd'hui, ça n'a pas du tout en fait attiré la motivation des gens. Ce qui a fait en fait l'intérêt par rapport à notre solution, c'est la stickiness au produit. C'est-à-dire que même une personne qui n'est pas du tout digital native, qui estime qu'elle n'est pas du tout en fait une cible d'éducation financière, qu'elle n'arriverait jamais en fait à finir déjà le mois qui est difficile et qui est toujours en fait dans le rouge chaque mois et qui n'arriverait jamais à épargner de sa vie, on lui montre en fait petit à petit qu'on peut le faire. D'abord, en fait, la sortir de l'endettement en arrêtant de prendre encore du découvert bancaire, des prêts à la consommation. Ensuite, en la coachant budgétairement pour mieux gérer son salaire pendant le mois. Et quand elle est dans le positif, on va gamifier en fait l'expérience pour lui dire bravo. Maintenant, tu peux en fait mettre de côté de ton salaire à 3% de ton salaire automatiquement, par exemple, pour les études de tes enfants ou un projet spécifique. Donc vraiment, là, on les accompagne, pas les infantiliser, on les accompagne de manière concrète avec des vraies solutions qui attirent déjà leur attention et qui permettent même à des gens, comme j'ai dit, qui ne sont pas digital natifs, qui connaîtront rien en fait à toutes les solutions qui existent sur le marché, de pouvoir l'utiliser. Merci Arbia. David, Charlie, vous vouliez intervenir sur ce point-là? Oui, je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est qu'une partie des gens ne sont pas intéressés. C'est-à-dire ce que vous allez faire, ce que va faire un banquier dans d'autres domaines, ce qu'on va faire nous dans nos métiers, c'est travailler pour des gens que ces sujets intéressent, bien sûr, mais une grande partie, moi je représente les métiers du conseil. Pourquoi les métiers du conseil existent? Parce qu'il y a des gens qui ont envie de s'appuyer sur un conseiller. Ce que l'on a vu, c'est quand on parle du comportemental, par exemple, des gens qui ont de faibles revenus, ils sont très analysés. On connaît très bien leur comportement. On sait très bien notamment que les très petits revenus vont sortir énormément de cash. Pourquoi? Pour faire ce que vous proposez en fait. Pour faire une gestion par eux-mêmes avec des billets dans la main. Donc à partir du moment où vous proposez, et ça va sortir de la banque, et on le sait, et ça on parle de pas loin de 5 millions de personnes qui gèrent comme ça dans notre pays. Donc on sait qu'on pourra faire toute l'éducation financière que l'on voudra, ça leur permettra de comprendre ce qu'à la limite on va faire pour eux. Voilà, qu'ils comprennent pourquoi on le fait, que ce service existe et qu'il a un intérêt. Mais au-delà de ça, ça ne les intéresse pas plus que ça. Donc, en effet, il faut les prendre par la main. Et de toute façon, on n'aura pas d'autre solution. Essayez d'imaginer que quelqu'un qui est passionné par son boulot et que son boulot, c'est de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la finance, le patrimoine ou ce que vous voulez, va venir vers notre univers. Pourquoi nous, on ne va pas vers le sien? Ils s'en foutent de notre truc. La seule chose, c'est que par contre, il a besoin de vivre avec son argent, il a besoin de vivre avec ses éléments patrimoniaux, c'est une obligation. Ce n'est pas pour autant que ça le passionne. Donc, effectivement, dans certains cas, on va vraiment pousser de l'éducation financière et dans d'autres cas, on va faire de l'accompagnement. Et les 14% de population qui sont avec des conseillers, ça n'est que 14, mais l'immense majorité de ces gens veulent un conseiller. Que ce conseiller soit digital ou pas, qui leur transmette de l'information et qui monte leur niveau de compétence, leurs clients. Mais, c'est un choix, celui-ci. C'est un choix ou c'est un non-intérêt et on pourra raconter tout ce qu'on voudra. Voilà, parmi les gens les plus cultivés, il y a des gens qui se foutent éperdument de savoir comment on gère un patrimoine. Ils s'en fichent. À la fin, par contre, du moment qu'ils ont pu vivre correctement, puis on s'en rend compte au moment de leur décès, au moment de la succession, on dit tiens, qu'est-ce qu'il a fait papa? Rien, démerdez-vous. Voilà. Mais il n'a rien fait de mal non plus, quoi. Voilà. Et vous pourrez avoir essayé de l'avoir convaincu toute votre vie que c'est pas bien de laisser son pognon sur son compte bancaire. Regardez les masses qu'il y a sur les comptes bancaires aujourd'hui. C'est idiot. Ah oui, ils le font quand même. Et après, voilà. Donc, on peut en effet les prendre par la main et résoudre. Dans ça, on résout par exemple cette problématique de ce que l'on sait, ceux qui sortent en liquide pour gérer avec le billet. Tous les jours, ils savent qu'il y a 10 balles à dépenser. Là, vous avez le truc. C'est je le vois arriver, je te l'envoie. Voilà. Alors là, on est à un niveau, c'est de l'inclusion financière finalement. On en parle beaucoup. Rosalie, c'est aussi ça l'objectif. C'est de pouvoir inclure dans la sphère financière des personnes qu'on avait oubliées ou qui n'avaient pas accès simplement parce qu'ils étaient, out du système financier finalement. Complètement, c'est pour ça en fait qu'on est fiers de dire que Rosalie cible en premier l'école bleue, même si en réalité en fait quand on rentre dans une entreprise, de toute façon notre service est proposé à tout le monde, même jusqu'au PDG en fait de l'entreprise et utilisé aujourd'hui par les cadres comme les non-cadres. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup plus en fait aux gens à faible revenu et juste pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, nous en fait quand on sonde des femmes de ménage aujourd'hui et
des chauffeurs, ils nous disent exactement ça, qu'aujourd'hui, ils prennent en fait leur salaire à la fin du mois, ils le distribuent en 4 enveloppes, en fait, pour pouvoir justement gérer chaque semaine les dépenses en fait de chaque semaine. Donc on se dit, il y a quelque chose à faire, et quelque chose à faire aujourd'hui avec les fintech d'aujourd'hui. Quand on voit qu'il y a des milliards en fait qui sont approvisionnés sous forme de salaire dans un compte bancaire par les entreprises pendant 30 jours et qui apportent rien d'ailleurs à l'entreprise, parce qu'aujourd'hui ça apporte pas vraiment de ROI ou autre. Et de l'autre côté, on voit 26 milliards en fait payés chaque année par les Français eux-mêmes. Donc, les employés de ces mêmes boîtes, en fait, en agio et sous forme de taux d'intérêt pour des prêts à la consommation, on se dit il y a un problème et qu'ils rentrent en fait dans de l'endettement. Et donc, nous, ce qu'on fait simplement, c'est on prend l'argent ici des banques et on le distribue en fait exactement aux salariés via un système qui est win-win en fait pour l'entreprise comme pour le salarié. Et c'est exactement ce qu'on fait. Donc, on leur prend la main, oui. Parce qu'on estime aujourd'hui que les solutions qui existent, elles ne sont pas inclusives, elles sont assez élitistes, on trouve. Enfin, on comprend en fait des applications en PFM, donc en Personal Finance Management, etc. Et ça parle vraiment à une minorité en fait de gens qui sont très digital natifs, qui savent très bien gérer leur argent et qui cherchent vraiment à améliorer leur ROI en fait sur leur investissement. Mais on ne parle pas de 70% de la population qui sont des cols bleus, qui justement vivent aujourd'hui avec du découvert, qui finissent déjà dans le rouge en fait avant le 15 du mois, et qu'il faut justement leur apporter une vraie solution concrète avec la technologie et la pédagogie. Enfin, on ne dit pas qu'il faut pas les éduquer. En fait, il faut les deux. Il faut les attirer leur motivation, leur regard sur une utilisation en fait d'une techno pour pouvoir justement leur apprendre. Et puis il faut un système de récompense aussi, leur dire bravo, parce que c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne. Et Édouard Cambla, la banque traditionnelle, comment elle s'en sort avec cette motivation ou non-motivation du client final, cette appétence pour le financier? Comment vous l'appréhendez quand vous avez des clients avec qui vous traitez et qui en fait sont absolument pas intéressés par ce qui vous passionne tous les jours? Je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire que la banque, elle doit adapter son service et son conseil au client final. Et typiquement, on a des clients qui souhaitent laisser l'argent dormir sur leur compte. Et ils veulent pas s'en occuper. On a des clients qui ont un peu plus de curiosité et qui se disent moi je vais gérer moi-même et puis je vais boursicoter. Et puis on a des clients qui nous disent moi je veux pas en entendre parler mais je veux pas que ça dorme sur un compte. Donc vous avez qu'à vous en occuper pour moi. Donc on a différents niveaux de services et donc c'est ce qu'on appelle notamment la délégation éventuellement de clients sur une gestion de mandat. Donc on va confier un mandat à la banque qui s'en occupe. Et la banque a toujours eu ces différents niveaux de service, donc c'est pas une nouveauté. Donc pour nous, c'est pas contrariant que d'avoir un client qui nous dise je veux pas m'en occuper, ou à l'inverse occupez-vous-en pour moi. Oui, Stéphane. Je voudrais juste ajouter un petit truc, c'est que en fait on est parti sur l'éducation financière individuelle. Avec effectivement, dans certains cas, une nécessité, dans d'autres cas, finalement pas beaucoup, parce que le conseiller est là pour apporter le service qu'il apporte. Il y a aussi un enjeu de société. Et cet enjeu de société, finalement, une des manières d'y répondre, c'est d'y répondre de manière individuelle. Donc, moi, je pense que toutes les actions d'éducation financière, avec les technologies ou pas, finalement, elles doivent aussi amener à améliorer la société, au-delà de améliorer, les comportements individuels ou même le courant d'affaires entre un établissement financier ou un conseiller et ses clients. Oui, effectivement. Et ce sujet-là d'éducation financière, donc aujourd'hui on en parle parce qu'il y a une motivation importante et les acteurs se mobilisent sur ce sujet, mais globalement les entreprises ont toujours quand même eu cette responsabilité, non, d'apporter un éclairage financier. Si on parle par exemple de l'épargne salariale, alors je m'adresse un peu à tout le monde autour de la table, j'aimerais bien avoir vos impressions. Alors, Antoine, si vous voulez commencer. Oui, effectivement, l'épargne salariée prend une place de plus en plus importante, grâce à la participation, l'intéressement, entre autres, mais aussi par d'autres mécanismes, la reprise d'entreprise par les salariés. Et donc, plusieurs formations existent, mais souvent, les entreprises ont du mal à organiser une formation qui soit adaptée à chaque niveau. Et par exemple, chez Memofin, c'est une chose qu'on fait. Le site qui a été précurseur, puisque dès 1999, nous avons été sur Internet, vise à aller au-delà de la phase d'initiation. Donc, c'est l'investisseur averti
qui cherche une réponse à une question bien précise pour avoir une décision relativement autonome. Et donc, savoir ce qu'il fait, quitte après à aller voir un conseiller ou sa banque, ou peu importe l'action qu'il va prendre, mais au moins être informé. Mais on est déjà avec un public averti. Oui, l'éducation à l'intérieur de l'entreprise, ça devrait être systématique, ça l'est pas. Au jour d'aujourd'hui, on voit que tout ce qui est déployé, ça vient de politique nationale ou ça vient d'acteurs qui sont des acteurs sur le terrain dans cet univers-là. Pour autant, c'est vrai que dès lors qu'on parle de plan d'entreprise, juridiquement, l'employeur devrait. C'est-à-dire que l'employeur est responsable de la sélection des produits qui sont mis à disposition de ses salariés et de la correcte information de ses salariés. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il a une obligation d'amener un certain niveau d'éducation financière, parce que sinon, les messages qu'il devrait envoyer, ses propres salariés ne pourraient pas les comprendre. Si ce n'est qu'on sait que ce n'est pas vrai. On sait que dans certaines entreprises, il y a quelque chose comme ça, qui va passer par un site internet, qui va passer par des relais en interne, par l'extranet, intranet, que vous voulez, voilà, tout ça comme vous voulez. Peut-être même avec des petits modules de formation pour ceux que ça intéresse, mais dans l'immense majorité des boîtes, c'est pas le cas. Il y a au mieux une information accessible si vous savez où la trouver, parce qu'il y a un plan d'entreprise qui est mis en place. Dans quelques boîtes, il y a une signature d'un contrat avec des conseillers, c'est super rare, et le conseiller n'est pas tellement là pour faire l'éducation financière, mais pour prendre en main les gens qui disent au secours, voilà, comme ils iraient voir le banquier ou comme ils seraient allés voir un conseiller en dehors. Donc il y a un vrai sujet. Oui, les entreprises auront certainement une fonction majeure, et juridiquement, elles l'auraient déjà, au moins pour celles qui ont mis en place des PE, mais il y a un chantier. Et aujourd'hui, ça n'est pas le chantier qui est piloté par la politique EduFin, qui est la politique nationale française, qui ne s'intéresse pas à cette dimension-là. Elle s'intéresse par contre à la formation des dirigeants de TPE-PME, parce qu'ils se sont rendus compte qu'eux aussi avaient des manques, et elle s'intéresse principalement à l'éducation financière des personnes en fragilité ou des très jeunes. Donc, on prépare une génération pour plus tard. Et du coup, on n'est pas, il n'y a pas, à ma connaissance, à cette heure, d'action dans ce sens-là, alors qu'il serait légitime qu'il y en ait une. Voilà. Quelques remarques. La première, c'est qu'effectivement, dans tous ces plans, et notamment les plans d'investissement auxquels vous faites, de souscription auxquels vous faites allusion, on a quand même une communication qui est très normée. Donc, c'est principalement la notice d'information du produit financier, et il y a quand même assez rarement un accompagnement. La deuxième chose, moi, qui me frappe, c'est qu'effectivement, ce sont des plans qui peuvent être annuels ou triennaux, enfin, peu importe. Mais finalement, vous avez une vision très parcellaire de ce que fait le salarié. C'est-à-dire que là, on est sur une poche bien particulière, généralement exposé aux variations des marchés, et finalement, vous ne savez pas si le salarié met 80% de son épargne ou s'il en a mis 5%. Donc, c'est également un deuxième point, à mon avis, qui n'est donc pas dans l'éducation faite par l'entreprise. Et puis, peut-être le troisième, mais qui rejoint également celui-là, qui est la logique quand même de diversification, ou en tout cas de diversification en termes d'échéance, puisqu'on est sur des plans qui sont souvent sur un horizon, on va dire 3 à 5 ans. Donc, on est sur un micro-bout, en fait, et on est assez éloigné du sujet des finances personnelles et du quotidien tel que vous le décriviez tout à l'heure. Donc, c'est quand même une éducation très, très parcellaire qui est donnée aux salariés à ce moment-là. Pour ajouter un point, moi je ne suis pas convaincue personnellement que les entreprises aujourd'hui se sentent impliquées dans cette question d'éducation financière. On parle à plein de DRH, on parle à plein de CEO de nos clients qui nous disent mais je vois pas pourquoi en fait je paierais un service pour éduquer financièrement en fait mes salariés. Et je pense en fait que les deux seuls arguments ou motivations qui pourraient pousser les entreprises aujourd'hui à agir dans ce sens-là, c'est un, si c'est une obligation légale, ce qui n'est pas encore le cas malheureusement, et deux, si en fait ils commencent à comprendre que l'intérêt de faire et que la santé financière de leurs salariés est égale à la santé financière de la boîte. Et ça, aujourd'hui, on est encore au tout début là-dessus en Europe, alors qu'aux États-Unis, en Angleterre, il y a énormément d'études en fait qui sortent ça. Il y a des index même, une sorte de NPS en fait, de bien-être financier dans les entreprises qu'on essaye nous chez Rosalie là de sortir avec le même algo en fait, qu'on adapte en fait pour l'Europe, pour justement commencer, et ça va prendre du temps, à faire comprendre aux entreprises que justement enlever du stress financier, que si leurs salariés vraiment sont endettés,
ils vont passer peut-être 7 à 8 heures par pendant les leur 8 heures de situation travail par financière. semaine à justement réfléchir à ces problèmes-là qui a des conséquences justement sur l'entreprise. Et donc, c'est un investissement nécessaire en fait par l'entreprise à faire pour justement arriver à avoir un ROI clair. Donc en fait, c'est pour ça que nous, en tant que start-up, on leur vend jamais une éducation financière. Leurs salariés, ça leur parlerait pas. On leur vend plutôt quelque chose qui a un ROI direct pour l'entreprise. Donc on leur parle va vous enlever de la complexité administrative sur la gestion des acomptes. On va avancer la trésorerie en fait pour vous, pour que ça touche pas justement votre BFR. Il faut solutionner un problème pour l'entreprise. Exactement. Au lieu faut pas leur apporter un énième problème à résoudre qui est d'éduquer le particulier ou leur salarié. Vous vouliez rajouter quelque chose, Antoine? Oui, les banques ont une communication normée du fait de la réglementation, beaucoup, hein, et c'est normal. Mais ça fait qu'il y a peu de souplesse pour la banque aussi pour expliquer. Et ça, c'est le but de notre site, c'est de décharger de la responsabilité en partie et de diminuer le profil de risque pour les banques ou d'autres institutions financières, puisque par exemple, nous avons des banques qui mettent le site Mebofin sur le côté de leur site, afin que le client puisse aller se renseigner par lui-même. Si bien qu'en fait, ce n'est pas la banque qui s'est engagée sur l'information, et donc ce qu'en fait le client, mais bien le client lui-même qui s'informe, quitte à poser après des questions au conseiller. Et donc, on a fait ça d'abord en analyse financière, puisque c'était l'an 2000, hein, et donc il y avait le boom en bourse. Donc, on a voulu alerter les gens sur les risques sectoriels et autres. Après, on a décliné sur les différentes bourses, puisque les gens sont mis à intervenir sur les bourses internationales. Là aussi, le conseiller en agence n'est pas toujours un virtuose de la bourse de New York ou de Francfort. Et après, sur la fiscalité, parce que là aussi, c'est très personnel. Le conseiller a beaucoup de mal à connaître assez précisément quel est le statut fiscal de son client. Il en connaît les grandes lignes, mais souvent les gens eux-mêmes ignorent quelles sont les possibilités qu'ils ont. Donc c'est pour ça que nous avons décliné tous ces chapitres et qu'on offre ce service aux banques qui leur permet de faire l'éducation sans qu'ils en soient responsables. Et donc diminuer le profil de risque et avoir des clients aussi plus avertis qui font effectivement un choix éclairé, quitte à consommer d'ailleurs des produits à plus forte valeur ajoutée pour la banque. Et si on fait le lien avec l'économie réelle, on a beaucoup parlé du particulier, on a beaucoup parlé de son éducation financière. Un des objectifs, c'est qu'il fasse des choix éclairés pour lui, mais c'est également qu'il contribue à améliorer l'efficacité économique, je dirais, en allant financer l'économie réelle. Quel rôle peut jouer finalement cette éducation financière? Quel impact est-ce qu'elle peut avoir sur l'économie réelle? Il est majeur. On n'arrête pas de parler des Américains et des Britanniques. On sait que c'est majeur. Ceci étant dit, on sait qu'il y a d'autres moyens de capter de l'argent. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il faut simplement connecter l'épargne sur l'investissement. Alors, l'investissement réel, dit le président de la République, ce que les gens de l'immobilier détestent, parce que ça veut dire pas tout sauf l'immobilier. Or, 60% du patrimoine des Français est en immobilier, donc ça énerve un petit peu des entreprises qui disent vous oubliez qu'on paye de la TVA et qu'on a quelques millions d'employés. Si vous voulez, on vous les rend. Vous allez voir dans votre économie réelle comment vous recréez ça. Donc, si on met ce débat de côté, ce qui est très clair, c'est que l'enjeu, c'est connecter l'épargne de monsieur et madame tout le monde sur les entreprises qu'on a besoin dans une économie à un instant T et durablement. Pour ça, il faut accepter qu'il faut investir plus long. Le truc c'est liquide, c'est vachement rentable, ça a plein d'avantages successoraux. Enfin bref, vous en faites ce que vous voulez, puis ça sert à tout. En fait, c'est le couteau suisse. Donc, typiquement, l'assurance vie fonds euro, c'était techniquement pas possible en finance. Donc, il y a des éléments de l'histoire qui ont fait qu'à un moment, ça a été possible. Mais en vérité, c'est mort. Donc, si on veut pouvoir financer l'économie, quel que soit ce que l'on choisit de financer, mais par les entreprises, on a en effet besoin de connecter cette épargne à ça. Et donc, il faut de l'éducation financière parce qu'il faut faire accepter des choses que les gens n'acceptent pas. Je vous rappelle que juste avant le Covid, on avait eu une étude, je crois que c'est le Sénat qui avait demandé ça, 9% seulement des Français disaient être prêts à prendre du risque. Juste ça. Donc, on parlait bien de risque en capital. Donc, ça signifie que si vous n'augmentez pas la capacité à comprendre que si tu prends du risque, tu gagneras un peu, et si tu ne prends pas de risque, tu gagneras rien, point barre, vous n'arriverez pas à flécher assez. Alors, on peut tricher un peu.
On peut fabriquer des produits retraite à l'intérieur desquels il y a une gestion automatique. Cette gestion automatique permettant d'investir via des fonds qui ne pourraient pas acheter tout seuls hors cette gestion, d'investir dans des entreprises qui sont des entreprises de l'économie du moment. Super. Mais en fait, on est obligé de le plafonner parce que vous ne pouvez pas lâcher la bride et dire, bon, vous n'avez pas le droit tout seul, mais dès que c'est géré par quelqu'un, 100% de votre pognon là-dedans. Non, là, vous aurez l'Europe, parce que je vous rappelle qu'il y a des règles européennes. Donc, malgré tout, voilà. Donc, il faut qu'on fasse monter cette compétence pour aider à ce que les gens basculent, quel que soit l'acteur qui va les accompagner. Il est là l'enjeu majeur. Et c'est très simple, en fait. C'est ça qu'on essaye de faire. Comprenez que sans durée et sans un minimum de risque, pas de rendement. Et puis, de l'autre côté, si on ne le fait pas, vous ne financerez pas l'économie de votre propre pays ou continent, selon qu'on soit plus ou moins intégrateur des nations. Voilà. Alors, je rejoins totalement sur le triptyque risque, rentabilité, liquidité, parce qu'il n'y a pas de, effectivement, il n'y a pas de miracle. Mais je rebondis également sur un point qui a été mentionné tout à l'heure, qui est l'ESG. C'est-à-dire que votre question, c'est finalement comment est-ce qu'on oriente les flux et comment est-ce qu'on se rend compte qu'on passe d'un stade de je confie de l'argent à mon conseiller, à mon banquier, peu importe, et puis ça va dans l'économie réelle. Et je pense que l'ESG apporte beaucoup ça, parce que finalement, quand on parle ESG, on parle de choses concrètes, ça parle beaucoup à un certain nombre de personnes, et qu'ils arrivent à faire le lien un peu plus facilement, me semble-t-il, entre l'argent qu'ils ont déposé dans un produit financier et puis l'investissement dans l'économie réelle. Enfin, je suis sûr que Stéphane va rebondir. Oui, on voit bien qu'effectivement, c'est l'impact et les fonds thématiques aujourd'hui qui tirent un petit peu les choses. Stéphane, vous vouliez Oui, non, ajouter, mais en fait, Edouard me lance une balle, donc je la prends. Mais moi, pour répondre à la question d'origine, c'est vrai qu'il y a plein d'impacts sur la société. On peut citer les retraites, parce que éduquer les gens pour qu'ils préparent mieux leur retraite, c'est un enjeu majeur. Flécher l'épargne des Français vers le financement de l'économie, puisque quelque part, quand on investit dans des actions ou des obligations, on finance l'économie, et on peut le faire sur différentes classes d'actifs. L'immobilier en fait partie. Voilà. Ça, c'est pour moi un deuxième enjeu majeur, et quelque part, permettre aux gens de comprendre ou permettre aux conseillers de mieux expliquer, ça permet de diversifier les portefeuilles, donc de sortir des fonds euros, d'aller sur les classes d'actifs qui sont fléchées plus directement vers l'économie. Et effectivement, moi, le troisième impact que je vois, c'est l'ESG. Parce que on est quand même là pour parler de notre avenir et d'une certaine durabilité de l'économie, et que effectivement, maintenant, c'est un critère qu'il faut prendre en compte, qu'il va falloir prendre en compte, et quelque part que les gens le fassent en toute conscience par rapport à des motivations qui leur sont propres, c'est-à-dire un choix, et qui comprennent ce qu'ils font. Je pense que c'est aussi un enjeu majeur pour la société. Ouais, sur le ESG, on a quand même un petit problème que personne dit trop, mais qu'on voit dans toutes les conférences. C'est le E, on sait faire, le S et le G, on ne sait pas quantifier. Donc, toutes les formations sont sur la thématique ESG, et on voit bien que ça monte, ça va très très vite. Dès qu'on parle de ESG, dans tous les univers, quelle que soit la thématique de la table ronde que l'on a, il y a maintenant un moment où on parle ESG. Donc, il se passe vraiment quelque chose. Ce n'est pas juste un phénomène, on verdit légèrement. Le sujet du E, décarboner, ok, ça va, on sait faire, et on sait informer, et on sait expliquer. On va avoir une discussion entre Français et Allemands. Est-ce que le nucléaire, c'est clean ou c'est pas clean? Bon, une fois qu'on aura passé ça, on arrivera sur le reste à s'entendre. Le S et le G, c'est vachement plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'on sait dire quelles sont les thématiques. Donc, on sait bâtir une formation et passer par des outils digitaux libres d'accès. Vous trouvez des petits modules, ils sont géniaux, tout va bien. On sait, dans une entreprise, dire... Je vous rappelle qu'on va tous avoir des contraintes en matière de politique ESG. Donc, on va aller... Alors, on parlait de formation par l'entreprise. Oui. Il est assez probable qu'on devra, dans l'entreprise, faire passer des messages. D'abord, il va falloir expliquer un truc tout con à vos salariés. Pourquoi il n'y a plus de bouteilles d'eau? Voilà. Et moi, je me suis retrouvé confronté bêtement à ça il y a quelques semaines. Les salariés, et sont où les bouteilles d'eau? Mais il n'y a plus de bouteilles d'eau. Et pourquoi il n'y a plus de bouteilles d'eau? Parce qu'on ne peut plus, c'est plus ESG.
Alors, du coup, on va s'expliquer sur l'ESG. Voilà. Mais là, on va ouvrir le sujet. Et le on va- E, oui, facile. Une bouteille d'eau, c'est carbone, machin, dehors. Mais le S et le G, voilà, il y a un petit problème aujourd'hui là-dessus. Quand il sera résolu, on sera capable d'avoir une explication quantifiée. Parce qu'il y a un moment, le cerveau humain nécessite tout de même de dire, OK, mais à partir de quand c'est bien, c'est mal. Sur le E, on sait, sur le S et le G, on ne sait pas. C'est juste un point de détail. Mais enfin, il est majeur quand même. Hein, mais on espère que ça viendra. Mais après, oui, le ESG va nécessiter énormément de diffusion de messages. Aussi pour que ce soit accepté. Et là, je pense qu'il y a un autre enjeu. C'est pas simplement monter le niveau pour que les gens placent leur argent comme il faut. C'est aussi que si on fait de l'ESG, c'est qu'on change la société. Et l'acceptation par les gens qui seront concernés, elle est majeure. Et là, pour le coup, on ne pourra pas se passer des entreprises. Il va falloir tous les acteurs. Parce que la génération dont on est en train de parler, elle n'en a pas entendu parler à la fac. Hein. Bien sûr. Donc, ou dans les écoles. Donc, il va falloir la former par tous les outils que l'on a. Alors, quand on parle d'acceptation, juste pour terminer ce que vous avez dit, David Charlet, il y a les changements de mentalité. On sait bien que c'est compliqué, le changement pour le cerveau humain. Et je rebondis un peu sur la finance comportementale. Comment est-ce qu'elle peut accompagner les nudges? Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans, finalement, pour orienter de manière douce? Oui, alors les nudges, là encore, pour expliquer ce que c'est, donc c'est des techniques de motivation finalement indirectes qui amènent les individus à des meilleurs comportements et dans leur intérêt. C'est important, c'est pas de la manipulation. Le dans leur intérêt est très important et il faut rester sur ce concept-là. Donc effectivement, les nudges, qui sont des techniques employées beaucoup maintenant en Amérique du Nord, même par les gouvernements, pour amener les gens à avoir des meilleurs comportements et du coup la société à se bonifier, ils peuvent être employés dans le domaine de la finance parce que je crois que on le disait tout à l'heure et vous le disiez, en fait, apporter de l'information, ça marche pas forcément. C'est-à-dire, voilà, il y a des gens, ils veulent pas d'information. Donc, il faut passer par des techniques un petit peu indirectes. Alors, il y a, par exemple, les options par défaut qui peuvent être un nudge. Par exemple, sur l'ESG, c'est une option par défaut. Et voilà, on va voir que la plupart des gens vont se mettre sur cette option par défaut et vont pas chercher forcément à comprendre. Et puis, il y a d'autres techniques sur lesquelles on travaille et qui sont effectivement, à mon avis, des choses qui ont de l'avenir parce que ça va amener du résultat sans toutefois contraindre les gens à beaucoup plus d'efforts. Et ça, c'est plutôt intéressant. On va les accompagner, les aider à passer à l'action, finalement. On peut les accompagner à passer à l'action par des techniques de motivation indirecte. Par exemple, on peut citer un exemple qui pourrait être un nudge. On parle de contrat d'assurance vie. OK, bon, un contrat d'assurance vie, c'est un contrat financier qui est souvent difficile à comprendre parce qu'à l'intérieur du contrat d'assurance vie, il y a une répartition d'actifs, il y a des fonds, etc. C'est difficile à comprendre. Par contre, si on transforme ça et qu'on l'appelle le contrat qui finance ma retraite, et qu'on fait de la gestion par objectif, comme le font du coup les financial planners en fonction des aux États-Unis de chaque client. Absolument. En fait, on change l'angle de vue et on parle financement de projet de vie plutôt que accumulation d'argent sur un contrat financier qu'on comprend mal. Oui, là, David Charlet, vous voulez intervenir ? Oui, parce que c'est ce qu'on est en train de faire. C'est tout le débat d'ailleurs au niveau pas seulement national mais européen. C'est c'est bien, on essaie de les éduquer. Un certain nombre de pays essayer de voir des politiques avec plus ou moins de succès, plus ou moins de moyens. Mais regardez ce que l'on a aujourd'hui. On commence à voir en France, l'Angleterre l'avait fait avant, à faire disparaître un certain nombre de produits qui étaient construits par la loi française pour les remplacer par des produits qui sont des produits cibles. Donc on parle d'ailleurs également de marché cible. Donc on doit proposer un produit au client qui est dans le marché cible du produit. Donc, regardez les produits retraite créés par Pacte. Voilà, on vous a mis dessus, c'est retraite. Viens pas rêver d'autre chose, c'est marqué retraite. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dedans? Voilà. Et on est en train de basculer gentiment vers ça. Effectivement, du coup, on va mettre une gestion par défaut. On va dire, si tu ne sais pas, cherche pas, ce sera géré de telle manière, mais oublie, avec une gestion à horizon. Donc, on est en train, doucement, parce que en France, vous avez plus de produits. Cherchez le livret A ailleurs, dans un autre pays. Je vous rappelle quand même que, attention, c'était le premier produit retraite
Hein, c'était un produit retraite à la base, donner un produit de trésor. Donc en plus, les choses peuvent bouger. Mais cette idée de dire à quoi il doit servir, oui, c'est en train de se développer. Et dans beaucoup de pays, c'est le cas. On a ça, y compris d'ailleurs en marketing. On arrive en fait toujours au même sujet, hein, c'est d'expliquer au client, de lui apporter la finalité et le sens. Et pas le comment, parce que finalement, le produit financier, que ce soit une assurance vie ou un fonds, c'est simplement un moyen. L'objectif, c'est sa vie, qu'est-ce qu'il va en faire, le sens. Oui, c'est ça. Pour beaucoup de gens, le truc, c'est qu'est-ce que je dois utiliser, pourquoi. Alors après, il y a les conseillers pour les choses un peu techniques, mais en effet, des produits simples doivent être facilement compréhensibles. Et du coup, ils vont aller aussi bien pour une plateforme digitale, pour une fintech, que pour quelqu'un qui va le conseiller en direct. La seule différence, je vais vous dire, c'est qu'en fait, le conseiller, il est à moitié tech aujourd'hui. Il n'y en a plus un qui n'a pas d'outil. Sauf qu'il ne met pas l'outil devant, il met l'outil derrière. Là où la plupart des fintechs mettent l'outil devant, mais il y a un mec derrière. Pas toujours, il n'y a plus de mecs. Hein. C'est que les chefs d'entreprise sont devenus des robots. Ça n'existe pas. Pardon, ça marche aussi avec les dames. Donc voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, ouais, en effet, on a besoin de produits, au moins sur une grande, ce qui est retail, qui soient des produits facilement compréhensibles avec une cible. En tout cas, c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de ce qu'on est en train de vivre en Europe et c'est ce qu'on avait déjà vécu ailleurs. Édouard, quand même, je voudrais vous entendre sur la banque traditionnelle, du coup, en tant que conseiller. Comment on appréhende, on utilise tous ces outils qu'on peut avoir à sa disposition pour mieux accompagner le client, mieux lui donner de l'information? Ouais, d'abord, j'aurais juste revenir, c'est-à-dire, j'aime beaucoup quand on parle de cible et d'objectif, parce qu'en fait, moi, je suis intimement convaincu que quand on parle finance personnelle, on parle de choses en fait qui sont simples, qui ne sont pas forcément très techniques, ou moins techniques que certains peuvent le penser. Et on parle beaucoup de logique, de projection. Alors, c'est pas toujours évident de se projeter, mais de projection, d'objectif patrimonial, de savoir ce qu'on veut faire. Est-ce que je veux prendre une retraite anticipée? Est-ce que je vais économiser pour payer les études de mes enfants? C'est ça le vrai sujet. Le deuxième point qui me paraît important, on mentionnait le nudge. C'est bien d'avoir des choix par défaut et c'est bien de faire en sorte que le client fasse des choix par défaut, bien évidemment dans son intérêt, ça va de soi. Mais pour autant, je vois bien le côté positif. Je vois aussi le côté négatif, qui est quelque part une forme de capitulation. C'est-à-dire quelque part, bon, en fait, il n'arrivera pas à prendre sa décision par lui-même, donc je vais l'orienter. Alors, c'est discutable, hein, j'entends et je vois bien les vertus du nudge, et donc je ne remets pas ça en cause, mais c'est un point qui est important. Après, le conseiller... bien évidemment, il a des outils. D'abord, le premier outil quand même, c'est le dialogue. Et c'est notamment une vie, donc c'est pas très techno, hein, je suis d'accord, je suis un peu old school. Hein, voilà. Mais c'est le dialogue. Et c'est notamment, et on le voit beaucoup chez nos clients, c'est la capacité, cette confiance dont je parlais, c'est-à-dire avoir cette vue à 180 degrés ou à 360 degrés plus exactement du client. C'est-à-dire que dans le cas d'un conseiller externe à un établissement bancaire, je pense que le client le choisit, se dévoile et met tout à plat. Dans le cas d'une relation bancaire, la difficulté souvent c'est que vous gardez un peu de côté ce que vous avez dans une autre banque, vous ne le dévoilez pas. Et finalement, vous allez avoir potentiellement un conseiller qui va s'exprimer à vous dire que vous devriez ouvrir une assurance vie, hein, je reprends l'exemple, alors qu'en fait, vous en avez déjà une à côté. Et donc, vous avez un dialogue de sourds. Et donc, le client perd son temps. Il n'est pas bien conseillé. Donc, je crois que l'outil principal, c'est effectivement le dialogue. Et ensuite, les conseillers s'appuient bien évidemment, mais comme dans tous les établissements, sur des outils digitaux et notamment qui peuvent permettre de faire un panorama du patrimoine. Parce que la data, elle est clé, notamment dans la compréhension du client. Vous avez la capacité d'avoir énormément d'informations. Qu'est-ce qu'on en fait après de cette information? Comment on la qualifie? Parce que c'est ça la vraie question. Alors, je vais vous décevoir un peu, mais à ce stade, trop d'informations tue l'information. On parlait tout à l'heure de l'information, donner de l'information, ça ne sert pas nécessairement au client. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui manque, ce n'est pas l'information, c'est le temps, et notamment d'un point de vue client. Dans les banques, cette information est arrivée, je pense, très vite, trop vite. C'est-à-dire qu'en fait, cette phase d'adaptation, elle n'est pas complètement aboutie. Et donc, on ne peut pas, par exemple, se projeter sur ce que vous faites, hein, de dire, finalement, voilà votre rythme de dépenses, donc à telle date, il va se passer tel truc, et on est capable de vous le dire. Vous ne faites pas des pushs chez Société Générale Private Bank, comme ça, auprès de vos clients, pour leur dire, attention, on va renflouer votre compte? Non, on ne fait pas des pushs, on fait des notifications pour essayer de les aider, mais plutôt sur des réallocations. On n'est pas... d'abord,
moi j'aime pas trop le terme de push, parce que là on est bien en train de fourguer un produit quand on fait du push, donc c'est pas vraiment la logique qu'on essaye d'avoir. Mais effectivement, il y a des systèmes éventuellement d'alerte, mais que vous connaissez aussi sur avec n'importe quel établissement bancaire, de seuil bancaire, etc. Mais on n'est pas encore dans la capacité prédictive à voir finalement quel est votre rythme de dépenses, combien vous aurez épargné à la fin de l'année et comment on peut vous le proposer. Donc vous avez bien sûr des épargnes avec des versements programmés, etc. Mais on n'est pas encore dans cette phase ultime d'exploitation complète de la data, me semble-t-il, dans aucun établissement. Donc j'ai pas trop honte pour le dire. C'est un champ d'exploration avec l'intelligence artificielle. Ce qu'il y a de sûr, c'est que toutes les banques travaillent sur l'intelligence artificielle et sur l'exploitation de ces données, évidemment dans le respect du client, parce que là aussi, vous avez un sujet. Quand un client fait une dépense dans une enseigne, c'est pas pour que vous allez lui faire la pub de l'enseigne 3 mois plus tard. Parce qu'il y en a qui sont quand même capables de prédire la date du divorce d'un couple simplement en regardant les dépenses faites en matière de carte bleue. Oui. Alors ça, c'est des petits jeux de CGP, ça. Oui. Non. Mais encore, David Charlet. Non, mais alors, je rappelle quand même qu'on a une contrainte qu'on oublie tous, c'est qu'on a vécu une génération où on ramassait de la data. La question, c'est de savoir si on savait l'exploiter, mais on ramassait toute la data qu'on voulait et personne ne nous est de reproche. Bon. Aujourd'hui, on a RGPD. Donc, on est obligé d'avoir de la data, uniquement la data qu'on va exploiter. Toute autre data, on n'a pas. Mais si, oui, vous pouvez vous amuser à prédire un divorce. D'ailleurs, ce qui va être intéressant, c'est que vous pouvez préparer les courriers que vous allez devoir envoyer pour dire, excusez-moi, je vais m'occuper des deux, mais j'ai un problème de conflit d'intérêts. Donc, si on veut, bien sûr. Et vous pouvez faire de l'éducation financière en expliquant les conséquences de ce qu'ils sont en train de faire. Ça peut être marrant. Oui, on peut prédire énormément de choses. Ceci dit, on a une data aujourd'hui qui n'est pas aussi facile à exploiter digitalement qu'on veut bien le dire dans des cas compliqués. Alors, vous preniez celui du divorce. Oui, je vais le prendre, tiens. Vous voyez bien qu'il y a des trucs qui commencent à, comment dire, il y a des signes avant-coureurs ils n'ont plus la même vie. Comment vous le traitez dans un outil, ce machin-là? Vous avez un client qui rentre, il dit « Bonjour, alors on va marquer un truc très simple, c'est objectif divorce, mais rien pour l'autre. » Comment vous le rentrez dans un KYC, dans une fiche client, ce truc-là? Je veux dire, digitalement, que vous savez que l'autre, il va essayer de planter l'autre. Bon, donc, il y a quand même des choses qu'avec la tech, on aura du mal à pouvoir faire, parce qu'en plus, 2 fois, ça nous laisserait marquer qu'on subodore que ça va basculer vers quelque chose un peu scabreux. Voilà. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui, on a quand même fait énormément de progrès. On a des outils digitaux d'intégration de l'immense majorité des données qui vont nous permettre de pouvoir voir quand même des trucs. Et si on revient sur l'éducation financière, de pouvoir pousser des messages, pas forcément des produits, mais pousser des messages, on peut. Donc, on peut envoyer des messages à nos clients. J'oserais jamais leur envoyer un truc autour du divorce. Ils se débrouillent. C'est leur problème. Ça va devenir le mien si je suis le conseiller. Mais sur d'autres thématiques, j'hésiterai pas. C'est-à-dire que je vois qu'ils sont en train de basculer vers une surconsommation de leur patrimoine, alors que connaissant leurs objectifs, ça me paraît pas très cohérent, sans en arriver au problème de fin de mois. C'est mon boulot. Pour le coup, c'est mon boulot. Donc là, s'il faut que je lui explique pourquoi c'est pas bien et que je le renvoie vers un site où il y a toute l'information pour comprendre pourquoi il est en train de faire un truc qui est nul. S'il dévide la feuille de route, effectivement. S'il dévide la feuille de route qu'il m'a présentée en tant que conseiller, et c'est là aussi que, alors dans EducFi, une des positions qu'ont pris les organisations de conseillers, c'est de dire il faudra du temps pour amener tout le monde à un niveau de connaissances financières, patrimoniales, budgétaires. Donc, le rôle de nos métiers, c'est de tenir cette place, de maintenir un niveau de sécurité de cette population, de pouvoir l'accompagner tant qu'elle monte en compétences. Et c'est vrai, c'est effectivement ce que l'on fait en pratique aujourd'hui. Oui. Stéphane, vous vouliez intervenir sur cette... Oui, non, c'est juste un complément. Je pense ça va tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit. C'est que moi, je pense que la data, il y en a énormément de la data dans une banque. Il y a énormément de data. Alors, la difficulté, c'est effectivement de savoir où elle est et ce qu'il y a vraiment dedans et qu'elle soit propre aussi. Et après, à mon avis, la valeur de la data, il y a 2 conditions. C'est que le traitement de la data, pour que ce soit bénéfique, le traitement de la data soit fait au profit de la résolution d'un vrai problème. Donc, avant de dire on a de la data, il faut savoir quels sont les problèmes qu'on veut résoudre. Et la deuxième chose, c'est qu'elle doit du coup apporter de la valeur soit au client final, donc le particulier, on va dire,
soit au conseiller, Mhm. au profit du client final. Le conseiller pouvant être digital, c'est pas la question en Oui. fait de la digitalisation. Donc et peut-être qu'on n'y est pas encore en fait à tout ça. C'est-à-dire se dire finalement quel problème on cherche à résoudre et quelle valeur on apporte vraiment. Alors on travaille dessus en tant que start-up évidemment sur le digital, sur le traitement de la data comportementale. C'est vraiment les sujets qu'on adresse. Et il faut toujours à mon avis avoir en tête ces deux choses. Quel est le problème qu'on veut résoudre et à qui on apporte de la valeur. C'est la base en fait d'un service en fait. Très bien. Moi, je peux Oui. donner un exemple concret qui montre justement que chez nous, on croit au meilleur de l'humain avec le meilleur de la tech pour que ça marche. Parce qu'aujourd'hui, on n'est absolument pas là pour faire du prédictif. Enfin, on est encore loin de ça. Mais par exemple, chez Rosalie, par exemple, quand on voit en fait une personne parce qu'on arrive à détecter des patterns en fait, qui revient systématiquement en fait, demander un acompte sur salaire presque chaque mois et plusieurs fois dans le mois, on arrive facilement à le diriger automatiquement vers une assistante sociale. Donc, on a vraiment des partenariats avec des associations, avec des vrais, même si elle a envie d'avoir un expert comptable au bout du téléphone pour justement éplucher avec lui ses factures parce que c'est beaucoup plus efficace qu'une application mobile, complètement, il peut le faire avant que ça soit trop tard. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les entreprises qui dirigent vers une assistante sociale un salarié, c'est trop tard. Quand c'est vraiment, il est presque arrivé à être interdit bancaire et que ça soit plus du tout efficace en fait pour l'accompagner. Donc oui, la data est très importante. Quand on arrive bien à l'utiliser au bon moment pour détecter justement les problèmes avant justement que ça soit trop tard et les diriger à la bonne personne pour justement que ça puisse en fait résoudre le problème de manière efficace, quoi. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter avant peut-être de passer aux questions qu'ont pu poser nos participants en distanciel? Parce que je vois que Antoine, oui. De ce qu'on entend entre nous, là, je pense que surtout l'éducation financière devrait viser à rendre ses lettres de noblesse à la finance et à la comptabilité. Aujourd'hui, on vit dans une société, appeler quelqu'un quand on veut le mépriser, on dit c'est un comptable, par exemple. Et vous parlez de l'éducation des patrons de PME et TPE, souvent ils disent ah oui, mais la comptabilité, ça me fatigue, je confie ça à l'expert comptable qui n'est pas un gestionnaire, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà. Et je pense que l'éducation financière doit contribuer à ça, parce que dans notre société, on entend trop souvent dénigrer la finance sur des bases, on ne sait pas lesquelles. Et notamment, là aussi, dans l'entreprise, il y a un rôle à jouer. On le voit aux États-Unis. J'ai longtemps vu les États-Unis, des sociétés qui partagent les données financières avec les salariés, données de base, pas le livre comptable, mais au moins qu'il y ait pour les familiariser. Voilà. On a des questions d'internautes? Je te laisse retransmettre ce que je dis du coup, aux spectateurs. L'appel à demande ne contribue-t-elle pas à la paupérisation des citoyens? L'appel à demande ne contribue-t-elle pas à la paupérisation des citoyens? Paupérisation. Il faut m'expliquer ce mot. L'appel à demande. L'appel à la demande, ça veut dire. La paye. Pardon. Excusez-moi. Oui, non, c'est pas vous. Il faut m'expliquer la paupérisation, ce que ça veut dire. Moi qui a écrit un livre, le paupérisme, l'extinction du paupérisme. Ok. Ça veut dire la baisse. Ah, ok. Alors là, je peux vous donner 1000 contre-exemples. Est-ce que, par exemple, donner des congés illimités aux gens va les pousser, en fait, à ne plus du tout aller travailler? Enfin, plein de choses comme ça, en fait, on démontré aujourd'hui avec les statistiques que c'est le contraire. Ça responsabilise les gens. Plus on leur donne de la liberté, ça ne veut pas dire, en fait, les pousser vers un vice. Au contraire, ça les responsabilise. Aujourd'hui, dans les entreprises qui ont mis des congés illimités, tous, en fait, elles sont d'accord et unanimes pour dire que les gens prennent moins, du coup, de congés. Donc, plus on donne un droit, ça ne veut pas dire en fait qu'on pousse les gens vers l'endettement. Après, nous, clairement, avec la paye à la demande, on n'est pas là, en fait, on n'est pas prétentieux pour dire qu'on va régler le problème de celui justement qui est endetté et qui utilise l'argent justement pour jouer avec et qui vient de toutes les façons demander un acompte sur salaire sans Rosalie à son entreprise, parce qu'il faut savoir que l'acompte sur salaire ou la paye à la demande, comme on l'appelle, est obligatoire en Europe. C'est une obligation légale. Tout employeur est obligé d'accepter une demande d'acompte sur salaire de son salarié
chaque 15 du mois pour 50% de son salaire. Et que ce process-là, aujourd'hui, malheureusement, il est totalement manuel, il n'est pas digitalisé et il prend beaucoup de temps, que ce soit pour l'entreprise comme pour le salarié qui trouve le process très complexe et qui n'oserait même pas le demander parce qu'il y a une barrière psychologique aussi à aller demander de l'argent à son employeur, surtout pour quelqu'un qui n'est pas au siège social, qui ne sait même pas à qui s'adresser pour le demander quand il a une urgence. Et donc, il recourt systématiquement, et là, on revient vers les découvertes bancaires, les prêts à la consommation, qui les rentrent dans un cercle d'endettement. Donc, non, la paie à la demande, elle est là surtout pour régler le problème des, on va dire, des 70% de gens qui ne sont pas forcément venus demander un acompte sur salaire en fait, à leur employeur alors qu'ils en ont besoin. Pour justement à leur apporter un process décomplexé sans passer par la case en fait employeur ou frapper la porte en fait du RH pour lui expliquer pourquoi j'ai besoin d'argent et pour répondre à un imprévu qui arrive aujourd'hui systématiquement à tout le monde et qui pousse, et ça c'est les statistiques, 50% des Français vont vers les découvertes bancaires chaque mois pour des imprévus parce que les Français ne sont pas capables aujourd'hui de répondre à un imprévu de plus de 500 €. Et ça, c'est la majorité de la population. Et ça, c'est des statistiques de l'INSEE. Donc là, on est là pour d'abord apporter une solution pour la majorité des gens. Et ensuite, peut-être avec en fait la partie éducation financière qu'on fait, le personal finance management, incitation à l'épargne, etc. Donc, c'est vraiment les autres fonctionnalités qu'on a. On va peut-être en fait changer le comportement de cette minorité, on va dire 5%, qui viennent en fait demander de l'argent systématiquement et qui n'arrivent pas à sortir de ce cercle infernal, quoi. J'espère que ça a bien répondu. On a Maud qui nous demande quelles sont les différentes formes que peuvent prendre l'éducation financière et quelle cible privilégier, plutôt les jeunes ou les parents. Alors, c'est toujours difficile, c'est-à-dire que... Oui, alors la question c'est quelles sont les formes que peut prendre l'éducation financière et quelle cible pour cette éducation financière. Ce qu'on a montré, c'est qu'il peut y avoir autant de cibles qu'on le veut. Hein. Donc, disons que si je viens sur le programme EducFi, qui est donc notre programme national installé par le gouvernement, alors pas celui d'aujourd'hui d'ailleurs, hein, c'est un programme sur 30 ans, ce qui n'est pas une réponse qui est forcément celle qu'on donnerait ailleurs. Restons dessus. Cible les jeunes, cible les populations en fragilité. Et l'idée à part ça, c'est de dire le reste, c'est aux acteurs de le faire. C'est-à-dire, c'est quand ils vont à l'école, à l'université. Donc, on va viser le collège. On est en train de coloniser jusqu'au lycée, en fait, avec cette politique aujourd'hui. Et donc, on colonise par des choses discrètes, des fois. Hein. C'est le vieux problème avec la baignoire qui se vidait, à quel rythme elle se viderait. Vous voyez, ça a l'air con, ça. Hein. Eh ben, on l'a remplacé dans les programmes d'éducation nationale par un problème de budget de ménage. C'est ça. Donc, oui, mais voilà, on colonise par ces populations. C'est pas que c'est ce qu'il faut faire. C'est la politique nationale telle qu'on l'a aujourd'hui. C'est ça, sa cible. Ça et les populations en fragilité. Il y a une autre cible que moi j'aime bien, c'est les profs d'économie. Ça cible, ce qui est bien, ça cible les profs d'économie, puisqu'il faut que les profs d'économie ne soient plus juste dans la théorie, mais quelques éléments de base pour pouvoir donner du concret en fait aux élèves qu'ils auront. Et le reste, notre politique, peut-être à tort, nationale, ne s'en occupe pas. C'est-à-dire que quand on est dans l'univers de l'entreprise, c'est la discussion qu'on est en train d'avoir. Ce sont nous, les acteurs de l'écosystème et de l'économie en général, qui déployons ce qu'on pense pouvoir et devoir déployer. Voilà. Mais encore une fois, peut-être que dans un autre pays, ce serait fondamentalement différent. La cible serait peut-être très, très, très différente. C'est juste un constat de ce qu'est la politique EducFi aujourd'hui en France. Voilà. Il y a d'autres questions ? Vous avez répondu aux interventions. De mon côté, on dit tout. Très bien. En tout cas, merci à tous les participants en distanciel. Merci à tous nos intervenants. En tout cas, ce qu'on retient de cette table ronde, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes autour de cet enjeu d'éducation financière, beaucoup de choses qu'on a envie de mettre en place et de résolution de problèmes au travers de cette éducation financière des particuliers. Et ce qu'on peut dire également, c'est que finalement, c'est aussi l'engagement collectif des différents acteurs de l'économie, à l'image de cette table ronde d'ailleurs ce matin, qui vont permettre de mettre l'éducation financière vraiment au rang d'outil pour apporter plus de liberté aux particuliers et également de financer l'économie, toute l'économie réelle, non réelle. Merci à tous.